Bonjour, vous m'entendez? Salut. Ouais, le mien marche. Bonjour tout le monde. Non. Ça marche pas? Faut peut-être Si, que ça tu marche. colles un peu plus. Très bien. Rapproche ton micro, Hervé. On a un ingénieur du son avec Voilà. nous qui pourra nous donner des conseils. Il faut parler dans le micro. Merci à tous d'être venus nous écouter. Merci à toute l'équipe du festival pour son accueil, à Elena, Charlotte. Nous allons donc vous parler de deux restaurations, celle de F4FEC, donc le titre français, d'ailleurs le titre original c'est Vérité et mensonge, et Un chien andalou, initié par la Cinémathèque française et mené avec des partenaires et des laboratoires importants. J'ai donc proposé à ces représentants d'évoquer avec moi certains aspects de ces restaurations. Nous aurons le plaisir d'accueillir Ferran Alberich, qui nous parlera dans un second temps d'un chien andalou et qui remplace Marianne del Ejido, qui est la directrice du Centre de la conservation et de la restauration de la Filmoteca Española. Ferran est la personne qui a supervisé la restauration argentique d'un chien andalou menée par la Filmoteca espagnole il y a quelques années. Il nous en dira quelques mots. Et son travail et ses recherches nous ont servi de référence. Et il a été notre consultant sur ce projet. Il nous parlera des orientations de la restauration d'un chien andalou. Et je pense aussi de cette idée de se référer aux premières projections d'un chien andalou organisées par Buñuel. Voilà. Nous aurons aussi la joie de recevoir Audrey Birien, qui est donc chef de projet au laboratoire Ivanti. Et c'est avec elle que nous tentons de prendre des bonnes décisions. Comme j'ai coutume de le dire, la restauration est un dialogue triangulaire entre les archives, les ayants droit et les laboratoires. Audrey est de fait une interlocutrice indispensable et attentive aux choix et à l'aboutissement de nos projets de restauration. Elle a travaillé sur les deux projets et nous parlera de certains aspects techniques d'un chien andalou. À la table, donc, Léon Rousseau, ingénieur du son au studio Diapason. Il a restauré le son de F4FEC et il nous exposera sa méthode de travail et les difficultés rencontrées. On a travaillé sur plein de projets ensemble depuis longtemps. Je pense à Lola Montes, les vacances de Monsieur Hulot. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensemble? Il a oublié. La baie des Anges. La baie des Anges, voilà. Plein de choses. De même, Jérôme Biguer, à côté de moi, étalonneur au laboratoire Ivanti, nous parlera de son travail sur F4FEC et il nous expliquera comment il a procédé pour étalonner les couleurs, qui étaient donc plutôt dénaturées suite à l'expertise des éléments, et en sachant que nous avions à notre disposition différentes sources. Voilà. En préambule, quelques mots sur le choix de ces deux projets. La Cinémathèque, dans sa démarche patrimoniale de sauvegarder et restaurer les films, oriente ses choix vers les découvertes des collections. Et j'espère que vous avez vu cette semaine les vues tournées par Auguste François entre 1901 et 1904. On aime bien aussi restaurer les films d'auteurs un peu oubliés. Et par exemple, cette année, nous aimerions restaurer le film Vincent Milane dans le pré et 120 dans l'autre, de Pierre Zucca, qui font partie de ces auteurs qu'on aimerait montrer à nouveau. Et évidemment, on restaure certains grands classiques avec toujours, par contre, un œil attentif aux films qui offrent une dimension artistique dans le prolongement des valeurs du fondateur de la Cinémathèque, Henri Langlois. Donc une dimension artistique qui se traduit généralement par un engagement personnel dans l'écriture et dans la mise en scène, par une démarche inventive aussi, dans la forme comme dans la narration. Et de ce point de vue, ces deux films répondent largement à nos attentes. Un chien andalou a marqué l'histoire de l'art par sa dimension surréaliste. Le film annonce par ailleurs, et ça aussi c'est un aspect important, les obsessions de Buñuel et toutes les thématiques qu'il va développer dans son cinéma. Je rappelle que la Cinémathèque a récemment restauré aussi L'Âge d'Or avec le centre Georges Pompidou et une restauration plus ou moins en cours avec Laurence Brochberger qui est là, de Terre sans pain, La Sourdesse, donc avec les films du jeudi, avec l'idée de valoriser ensemble ces trois films initiatiques et révolutionnaires. Alors concernant F4FEC, le montage expérimental du film, le discours novateur, guidé par la voix envoûtante d'Orson Welles, confirme la nécessité créative, vitale de ce cinéaste trop souvent incompris malgré sa renommée. En réalisant F4FEC en 1973, avec la complicité de son ami François Reichenbach,
32 ans après son premier long métrage, Citizen Kane, le réalisateur de La Dame de Shanghai nous offre une œuvre remarquable et aboutie, associant scène documentaire et scène fictionnelle en avant sur son temps, pour parler avec autant de modernité et de malignité, de mensonges, d'art et finalement de cinéma. Donc F for Fake est, selon moi, certainement le film le plus personnel de Welles. Et j'espère que vous aurez l'occasion de le voir ce soir sur la Grande Place. La restauration de F for Fake a été menée avec les films de l'Astrophore, ayant droit du film, documentaire sur grand écran, le distributeur en France, la Cinémathèque suisse et l'Institut audiovisuel de Monaco, qui sont deux archives avec qui nous avons l'habitude de travailler sur de nombreux projets. Et nous avons eu le soutien de la fondation d'entreprise Neuflis OBC et du laboratoire Ivanti, qui s'est positionné comme partenaire. Et je tiens à remercier au passage tous ces partenaires, et en particulier Benjamin Halimi, qui a pris l'initiative de choisir ce film comme partenaire. Il est là, je le remercie. Voilà. Pour passer la parole à Jérôme et Léon, j'insiste sur une des particularités du film. À l'origine du projet, François Reichenbach, documentariste important des années 60-70 et presque incontournable, montre à Orson Welles un pré-montage de son nouveau documentaire sur le faussaire Émile Déory, et ce dernier désire utiliser ces séquences, tournées en grande partie à Ibiza, afin de réaliser son propre film. Reichenbach confie généreusement ses images à Welles, et Welles poursuit le tournage en filmant de nombreux plans complémentaires qui modifieront radicalement la forme primitive du film. Le film est donc composé de sources différentes, des plans documentaires filmés en 16 mm, gonflés en 35, et des images tournées en intérieur, particulièrement bien soignées. Et donc, en termes d'étalonnage, ça a des incidences, en sachant qu'en plus, les sources se sont dégradées avec le temps. Donc, je te passe la parole, Jérôme. Comment mettre les outils du numérique au service de l'argentique ? Voilà la question. Oui, merci Hervé. Alors c'est vrai que quand la Cinémathèque nous a parlé de faire le film d'Orson Welles, forcément, comme tout bon cinéphile, on est ravis. Et très vite, quand j'ai vu les premières images, j'ai très vite déchanté aussi. Parce qu'effectivement, les scans ont montré qu'il y avait différentes sortes de négatifs, différentes sortes d'internégatifs, et que rien ne tournerait droit. Donc voilà, on a commencé un premier scan, on a refait d'autres tests de scan à partir de ce négatif monté. On a quand même rescanné aussi l'interpositif. Et voilà, donc à partir de ça, moi je travaille toujours avec une copie de référence. Et on avait une copie de référence livrée, sauf que elle était virée, elle était toute magenta, donc pas de possible d'utiliser la copie de référence. Et on avait aussi le Blu-ray de Criterion qui a été fait il y a quelques années d'après un interpositif, d'après l'interpositif, et qui a été supervisé par l'assistant monteur Dominique Angéré et étalonné par Richard Dezy, quelqu'un que je respecte, un étalonneur que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de talent. Et je me suis dit que cette copie pourrait me servir de base, un peu de référence pour que je ne sois pas tout seul sur l'aventure. Voilà. En fait, ce qui m'embêtait surtout, c'est que le film est très très découpé. Il y avait 1800 plans étalés sur 5 bobines. Et du coup, j'ai tout de suite alerté Hervé que le temps imparti d'étalonnage ne tiendrait pas. J'avais 3-4 jours à l'origine. Et j'ai fait jamais je pourrais faire ça. Chaque plan va susciter du travail et une copie de valeur ne marchera pas sur tous les plans. Donc Hervé a très bien compris ma problématique et on a pu avancer et libérer du temps. Donc voilà. Là, on peut lancer la petite vidéo. Je vais continuer à parler en même temps, mais vous allez voir un peu ma problématique. Là, j'ai pris 3 minutes de la première bobine qui va montrer un petit peu comment ce que j'ai découvert sur les images. Je ne sais pas si on peut le lancer en même temps.
Alors il faut savoir que sur le film, j'avais 53% qui provenaient du négatif, de différents négatifs. Les négatifs étaient fabriqués c'était que de la Kodak, fabriqués entre 68 et 72. Et les 47% restantes étaient de l'internégatif, issus de véhicules Kodak entre 71 et 74 et de l'AGFA Gevert. Donc là, c'est le nombre de plans que j'avais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui était partie négatif, ça correspondait au direct que faisait Wells. C'était du Bonneg, un Bonneg, c'est beau, c'est précis, on a de la matière. Voilà, ça se travaille bien. Et les parties qu'il utilise sur les bancs de montage devaient être plus salies, comme c'était de l'inter, enfin des différents gonflages, différents montages, même ça je parlerai après. Et alors en concertation avec l'équipe de restauration, nous avons pris le parti de garder des défauts et ce qui permet aux spectateurs de bien comprendre la différence entre le moment où Wells parle et présente et les moments où il est sur son banc de montage, et ce qui permet d'être happé dans la rhétorique. Il n'y a aucun traitement de réduction grain qui a été appliqué. Voilà. Pardon, de bruit, de réduction de grain. Souvent, le grain n'a pas été touché, donc il y a vraiment la partie négative et qui était très bien, et les autres parties où c'était vraiment notre parti pris de rester comme si c'était une copie positive. Donc, il y avait des parties en noir et blanc aussi qui passaient très bien. Il y avait des couleurs plus vintage que j'ai gardées. Et grâce à l'appui du DVD, du Blu-ray, je restais vraiment dans la même direction. Je ne suis pas parti à droite à gauche comme j'aurais pu faire, sachant que comme il y avait vraiment beaucoup de matière, j'aurais pu switcher très vite. Et en fait, j'ai travaillé en 2 étapes. La première étape a été d'essayer déjà d'harmoniser un petit peu les couleurs, de contrer un peu les éléments virés. Et ensuite, plus j'avançais, plus je suis rentré dans le film. Et j'ai vraiment compris ce que voulaient Wells et Reichenbach dans ce film. Et séquence par séquence, je restais avec eux, avec la partie toujours négative qui devait rester plutôt neutre et accentuer sur les différences, selon si on était à Ibiza, à Las Vegas. Par exemple, on voit qu'il est vraiment tout rose. Et on voit bien sur la partie gauche, il y a les différentes émulsions d'intérieur. Et après de longues heures et beaucoup de réflexions, j'ai présenté mon travail à Françoise Widoff, qui était l'assistante de Reichenbach, et puis Hervé. Et leur retour était très positif, et j'étais ravi, parce que j'étais un petit peu anxieux quand même de cette présentation. Ce qui était en effet impressionnant, c'est le nombre de plans dans ce film, vous le verrez, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Oui. La qualité d'étalonnage dépend beaucoup du nombre de plans, et encore plus quand une valeur ne marche absolument pas d'un plan à l'autre, c'est encore plus compliqué. C'est vrai que les 1800 plans, surtout sur les 3 premières bobines, c'était quelque chose de particulièrement... c'est un beau challenge. Voilà. Bon, en tout cas, je te confirme, on est ravis de l'étalonnage. Léon, je te passe la parole. Tu as à peu près 10 minutes pour parler du son.
Ok. D'accord. Alors, d'abord, je voudrais te remercier, Hervé, de nous avoir amené ce film, parce que ce film est une merveille. Il faut le dire, il faut aller le voir ce soir, c'est vraiment très bien. Donc le son de F for Fake, on peut commencer par parler technique, même si c'est pas le plus intéressant. Donc on est parti du magnétique original. Donc le magnétique original, c'est l'élément sorti de console. Donc c'est sur le papier le meilleur élément possible. Le problème avec le magnétique, c'est que le magnétique, c'est un format qui a tendance à s'abîmer avec le temps et à s'abîmer de manière non uniforme. C'est-à-dire que le temps et la démagnétisation fait qu'on va avoir tendance à perdre des aigus et que les aigus vont pas partir de manière uniforme sur tout le film. C'est-à-dire qu'il y aura des endroits qui seront encore très bien et il y aura des endroits qui seront très sourds, de plus en plus sourds, voire parfois carrément inexploitables parce qu'il n'y aura plus assez d'aigus. On peut remettre des aigus numériquement avec des égaliseurs jusqu'à un certain point, qui est, avec le numérique, on peut aller assez loin, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et j'attire votre attention sur le fait que le fait qu'on ait le magnétique jusqu'à assez récemment était toujours une bonne nouvelle. Et on se disait ça va être facile parce qu'on a un bon élément. Et plus le temps avance, le magnétique, c'est quelque chose qui a une durée de vie bien moindre que la durée de vie du son optique. Et ça fait assez longtemps que je ne suis pas tombé sur un magnétique qui était bon de bout en bout, où il ne fallait pas égaliser très fortement à certains endroits, où il ne fallait pas remplacer un bout par un élément optique qui était certes de moins bonne qualité, parce qu'intrinsèquement, le son optique a de moins bonnes caractéristiques que le son magnétique, mais a quand même tendance à traverser mieux le temps quand on commence à arriver sur des films un peu anciens. Donc sur ce film-là, il y a un début de bobine où effectivement il n'y avait plus assez d'aigus pour que ce soit rattrapé. Et sur 2 minutes, on est parti d'un élément optique qui devait être le négatif. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait, mais c'était ça. Et sinon, donc, le gros essentiel du film vient du magnétique. Alors, le son de ce film, c'est comme l'image, c'est un mixage assez compliqué parce que c'est un mixage qui avec des éléments très hétérodoxes. Il y a des sons de documentaires, de prise de son documentaire. On voit la perche à l'écran, donc perché loin dans la pièce, on entend beaucoup les pièces, vraiment très documentaires, un peu à l'arrache. Et à côté de ça, il y a la voix de Wells, très bien enregistrée, très cinéma, très post-synchronisée aussi, parce que c'est grâce à la post-synchronisation qu'il fait, par exemple, le tour de magie du début, où il est dans la gare, et après il est dans son studio, et la continuité, elle est assurée par la voix qui est enregistrée en studio. Et donc il y avait ce mixage qui était un peu de briques et de broc. C'est pas un film, je pense, qui a bénéficié d'énormément de jours de mixage. C'est fait. Donc le mixage était assez chaotique. Le tout posé sur un magnétique où le niveau des aigus montait et descendait sur tout le film. Ça donne une restauration où on a beaucoup de décisions à prendre. Et on a beaucoup à intervenir, notamment sur le niveau des aigus et donc sur le niveau des souffles, parce que quand on monte les aigus, on monte le bruit de fond. Donc tout ça c'est un peu du funambulisme. Alors on peut se poser la question de comment on fait le réglage pour être respectueux du mixage, parce qu'évidemment le chaos de ce mixage doit être respecté. Le chaos du mixage fait partie du film. Mais à part ça, s'il y a du texte, notamment sur les parties documentaires, qu'on ne comprend pas, c'est quand même embêtant. Moi, je pense que, évidemment, on doit respecter le mixage le plus qu'on peut, mais je pense que ma mission première, c'est quand même que le texte soit intelligible. Donc, comment on fait pour trouver ce juste milieu et trouver à quel niveau on doit intervenir et dans quelle proportion on doit rajouter des aigus ou enlever des aigus ou faire quelque chose de lisse, parce que le risque quand on va trop loin, c'est que ce soit trop lisse,
sur une source qui ne l'est pas du tout. Donc notre référence, c'est le timbre de la voix. La voix humaine, c'est quelque chose dont instinctivement on sait comment ça doit sonner. On connaît le niveau d'une voix qui chuchote, on connaît le niveau d'une voix qui crie, et c'est exactement comme les carnations en étalonnage. En fait, les problèmes qu'on a eus sur la restauration du son, c'est les mêmes qu'en image, c'est-à-dire que c'est un tournage très disparate et un mixage fait vite comme probablement l'étalonnage original. Donc voilà, c'est les timbres des voix qui nous guident pour savoir où aller. Et puis ce film a quand même un son et une musique, et je ne parle pas de la musique de Legrand, mais une musique de la voix extrêmement intéressante et extrêmement maîtrisée. Il y a toujours une musique de la voix, mais Welles s'intéresse énormément à la musique de la voix. Et je crois que c'est dans le documentaire qui est sur Netflix, à un moment, il est en train de monter, il dit « cette scène n'est pas finie, elle ne sonne pas encore bien ». Et effectivement, l'impression que ça me donne à moi, c'est que c'est très monté à l'oreille. Parce que le film a vraiment un flow, on peut vraiment se laisser porter par la... Il y a un flow au sens hip-hop du terme. Et ça balance, quoi. C'est très jazzeux dans la manière de livrer cette voix. Alors en plus, c'est la voix de Welles qui est un instrument magnifique, cette grosse voix. N'oublions pas que Welles, en fin de carrière, a doublé Optimus Prime dans la série Transformers. Et donc ce flow est vraiment quelque chose qui, pour moi, la première chose à préserver dans ce film. Ce qui pose un dilemme qui fait partie des dilemmes qu'on a, du type de dilemme qu'on a souvent en restauration sonore, c'est que si vous voyez le film, toutes les parties post-synchronisées ne sont pas forcément très synchrones. La post-synchronisation, peut-être elle a été vite faite, peut-être c'était pas la priorité que ce soit parfaitement synchrone, mais il y a plein d'endroits où c'est assez flottant. Ce qui pose un des dilemmes classiques, c'est est-ce qu'il faut, puisqu'on peut le faire maintenant en numérique, aller recaler chaque mot en face de chaque mouvement de bouche pour qu'on ne puisse plus dire « ah là là, c'est pas très synchrone », ou est-ce qu'il faut laisser comme ça parce que le film a toujours été comme ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à laisser comme ça, mais sur ce film-là en particulier, où il y a ce rythme et cette lancinance et cette musique de la voix, j'aurais tendance à penser, et c'est ce qu'on a fait, qu'il fallait surtout pas toucher au rythme de la voix, parce que quand on va resynchroniser chaque syllabe en face de chaque mouvement de bouche, on touche au rythme de la voix. On modifie la prise qui a été choisie comme la bonne prise au moment du mixage. Et donc là, ici, ça me semble une évidence qu'il faut mieux laisser quelque chose d'un peu flottant au niveau de la synchro, même si c'est de l'anglais sur de l'anglais et que ça pourrait être perfectible, mais de garder ce rythme incroyable qui est le rythme du film et qui s'accorde avec la musique de Legrand et qui est vraiment pour moi l'identité de ce film. C'est ce flow et cette manière de livrer le texte qui est par ailleurs génial. Et qui habille l'image. Qui habille l'image, on pourra en discuter. Voilà, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'un film, c'est pas de l'image plus du son, c'est l'interaction du son et de l'image. Et en fait, c'est ça qu'on restaure. C'est pas, évidemment, on ne peut pas travailler sans l'image. Et là, on est quelque chose de quasiment expérimental à des endroits, avec ce vrai et ce faux, ce documentaire et ces post-synchros, qui sont eux-mêmes quelque chose de vrai. Le documentaire, c'est du vrai son, pour le coup, du son direct. Les parties scénarisées, c'est complètement du faux son, puisqu'il n'y a aucun son direct et que c'est que de la post-synchro et du montage son. Et donc c'est complètement dans l'idée du film. Et donc il fallait préserver ça le mieux possible. Voilà. Merci. Alors à la fin, si vous voulez, on pourra répondre à certaines questions. Je vous propose de laisser la place à nos deux interlocuteurs. Les questions, on les posera après. Oui. Après. Oui. Je crois que vous devez changer les micros, c'est ça?
En attendant que les choses se fassent, je voulais juste une petite anecdote. C'est en fait, au départ, on avait choisi de restaurer Forfec parce que je cherchais un film qui fasse le lien avec Méliès, puisque à la Cinémathèque, vous savez qu'on fait un musée Méliès, on va faire énormément de programmation autour des films de Méliès, et on cherchait un lien avec des films plus contemporains. Et donc évidemment, il y avait une évidence, parce que l'autre grand magicien du cinéma après Méliès, c'est Wells. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est un prétexte, puisque F4FX est certainement dans l'inconscient collectif de beaucoup de monde. Et je m'aperçois que c'est important de remontrer le film aujourd'hui, en dehors de son aspect magique. Voilà. Donc voilà, j'espère que nous aurons l'occasion de parler du film après la projection de ce soir. N'hésitez pas en tout cas. Je vais très vite passer la parole à Ferran pour qu'il nous parle d'un chien andalou, puisque un chien andalou, c'est une collaboration entre la Cinémathèque française et la Filmoteca Española, avec les grands films classiques. Et je tiens aussi à le préciser, grâce au soutien aussi de Creative Europe, qui est une aide européenne qui a entièrement financé le film. Voilà, donc je les remercie aussi. Grâce à eux, on a eu le budget conséquent pour aller jusqu'au bout du projet. Ferran, je te passe la parole pour ce film qui, évidemment, a marqué l'histoire du cinéma. Merci. Comme vous savez, je suis ici à un poste de Marianne de l'Ejido, c'est la directrice de l'archive de la Filmoteca Española. Malheureusement, elle n'a pas venir, il est confiné par la Covid. Si vous permettez, je vais lire les notes qu'elle m'a passées et après, j'ajouterai des choses de mon propre. En 1999, la Filmoteca Española a révisé les matériaux conservés des films de Luis Buñuel dans le cadre de la célébration de son centenaire. Il a été noté à l'époque qu'il existait aucun matériel complet d'un chien andalou dans aucune archive, car les dispositifs et l'internégatif existants provenaient tous de la même source qui avait été altérée par rapport à l'original. En conséquence, un projet de restauration est lancé pour lequel une recherche des matériaux nitrates existants dans les archives de la FIAF est entreprise. La Cinémathèque française a conservé les négatifs originaux incomplets. Des fragments de ces négatifs se trouvaient dans la Cinémathèque royale de Belgique, un comptatif en Allemagne et des dispositifs tirés du négatif original, celui conservé par Louis Buñuel et déposé ensuite au Musée de Modern Art de New York, et celui qui a été distribué en Espagne dans certains cinéclubs, acquis par Ernesto Jiménez Caballero et déposé à la Filmoteca Española. Le résultat de cette restauration a été présenté en 2003 à l'occasion du 50e anniversaire de la Filmoteca Española, ainsi qu'au Festival de Cannes et dans ce magnifique cadre de Bologne. La Filmoteca Española et la Cinémathèque française ont élaboré un projet de conservation, de restauration et de diffusion dans le but d'intégrer les matériaux et les restaurations existants dans les deux cinémathèques et d'obtenir un résultat amélioré en fonction de la qualité offerte par la technologie actuelle. En août 2019, la Filmoteca Española a reçu de la Commission européenne la communication de l'attribution du projet et la demande de confirmation. Et nous avons commencé la partie plus intéressante qui était l'exécution technique, la révision de l'internégatif de la Filmoteca Española des nitrates conservés à la Cinémathèque française. Ce film, tourné en 1929, au moment de la transition du moyen sonore, fait l'objet de plusieurs enregistrements sonores et des musiques ont été composées pour être jouées en direct lors de sa projection. Mais nous sommes convaincus qu'un chien andalou était un projet de film sonore. Étant donné les indications des auteurs qui les signalent, les notes manuscrites de Luis Buñuel dans le scénario et les références de Salvador Dalí au projet comme un film parlante. Parlante, c'est le mot espagnol pour toque. La version diffusée en 1960 suit les indications de Buñuel selon la bande sonore qui a été utilisée lors de la première présentation du film, avec quelques enregistrements
alternance de Wagner avec quelques tangos. Buñuel a indiqué au grand film classique les endroits où il a changé la musique, mais rien n'indique qu'il a mentionné les enregistrements qu'il a utilisés. Les grands films classiques ont conclu un accord avec la Guilde internationale du disque et ont sonorisé les films avec des enregistrements des années 50, qui n'étaient manifestement pas ce qui est entendu lors de la première projection du film. La vitesse décidée lors de la restauration de 2003 est de 18 images par seconde, comme solution de consensus entre les participants au projet. Il était évident que la vitesse devait être inférieure à 24 images par seconde, mais il a également été décidé de ne pas dupliquer les images pour obtenir la bonne cadence, mais plutôt de modifier la vitesse des projecteurs pour l'obtenir. Les différentes conceptions de la Croix de Malte et les problèmes d'obturation que cela pouvait entraîner, nous n'avons pas osé descendre au-dessous de 18 images par seconde, comme cela se faisait déjà à l'Amérique. On note que les copies de 16 mm d'un chien andalou distribuées aux États-Unis étaient projetées à 24 images par seconde, mais avec les images doublées à la cadence de 16 images par seconde. La version que nous essayons d'obtenir est celle de la présentation du film à la salle des Ursulines, car nous savons que lorsque Pierre Bromberger a acheté le film et l'a présenté au public au studio 28, en complément de la projection hollywoodienne de Cop, la projection a été faite sans musique et probablement à 24 images par seconde. En ce qui concerne à la durée, dans la restauration de 2003, on connaissait une critique de la présentation du film à Paris publiée dans la Gaceta Literaria, une revue à laquelle Louis Buñuel lui-même a collaboré. Elle mentionne qu'un chien andalou a duré environ une demi-heure. Nous pouvons maintenant ajouter deux autres éléments d'information. Une correspondance choisie de Luis Buñuel, éditée par Joe Evans et Breixo Viejo, a été publiée en 2018. Il reproduit une lettre de Luis Buñuel à Corpus Barga, un écrivain intellectuel espagnol qui dirigeait à l'époque un cinéclub. Dans la lettre, datée du 15 décembre 1929, Buñuel s'excuse de ne pas pouvoir accepter l'invitation à présenter le film et recommande qu'il soit projeté très lentement. L'autre information fait référence à la consultation d'un catalogue de caméras EIEMO. Nous savions desde 2003 que le film avait été tourné avec deux caméras. Une Parvo de Brie, une caméra à manivelle montée sur trépied, utilisée par les plans fixes, et une EIEMO plus petite avec une poignée à la main et un remonteur, utilisée pour les plans en mouvement. La vitesse originale de l'EIEMO était de 16 et 32 images par seconde. En 1927, ils ont apporté une modification qui permettait des vitesses de 12, 16, 24, 32, 48 et 64 images par seconde. Les effets de ralenti qui apparaissent dans le film semblent avoir été tournés aux 64 images que permettaient par la caméra. Cela a impliqué une plus longue durée de film et un réajustement de la musique. Nous avons suivi fidèlement les indications données par Buñuel au grand film classique et utilisé les mêmes enregistrements que ceux utilisés en 1960, tous distribués par la Guilde internationale de disques. Les musiques créditées pour la première fois sont Tango Argentino et Recuerdo, interprétées par l'orchestre cubain Vicente Álvarez et l'orchestre tropical, et le Vorspiel et le Liebestod de Tristan et Isolde de Richard Wagner, interprétés comme est affiché dans le film distribué par le Grand Film Classique, par l'orchestre de l'Opéra de Francfort sous la direction de Karl Bamberger. Les difficultés imposées par la situation sanitaire ont été atténuées pour une merveilleuse équipe travaillant de l'autre côté, tant au laboratoire que la Cinémathèque française, avec l'implication et l'expérience de Ferran Alberic. Nous avons tous mis nos meilleurs efforts et nos prédispositions pour faire de ce projet un succès. Jusqu'ici, la note de Marianne. C'est vrai, la différence plus importante entre la restauration
photochimique et la restauration numérique actuelle, c'est le changement de la vitesse, de la vélocité, de passer de 18 à 16 images par seconde, et le rajustement de la musique qui a comporté ça. Bon, je ne sais pas pour le moment s'il y a quelques questions après, on peut répondre. C'est bien. Très bien, oui, oui. Parfait. Merci. Audrey, je te propose d'enchaîner. Comme ça, on respecte les délais, puis on pourra discuter de toutes ces problématiques après. Tout d'abord, je souhaitais remercier déjà la Cinémathèque française, Hervé, ses équipes et la Filmoteca espagnole, Ferran et Marianne, qui nous ont fait confiance sur ce projet. Parce que c'est vrai que quand on vous amène un film de Buñuel, il y a un petit moment de stress quand même qui arrive. On veut faire bien les choses, on veut bien les encadrer. Donc encore merci pour nous avoir confié cette belle restauration. La restauration 4K a donc été menée en s'appuyant sur les travaux que Ferran avait réalisés lors de la restauration argentique de 2003. Les deux sources principales qui ont été utilisées sont donc le négatif nitrate qui était en 2 bobines, qui était stocké à la Cinémathèque française, ainsi que le contre-type qui avait été issu de la restauration de 2003. Ont été mis aussi à notre disposition 7 éléments qui étaient stockés à la Cinémathèque française, mais qui malheureusement après expertise, nous sommes rendus compte qu'ils ne contenaient finalement pas de matériel dont nous avions besoin. Il s'agissait essentiellement d'extraits faits de contre-typage, également de cartons seuls, d'éléments issus de la restauration de 2003 ou alors d'éléments antérieurs, mais qui n'étaient pas d'une qualité suffisante, et finalement Ferran avait eu accès à l'époque de sa restauration à des éléments de bien meilleure qualité. Donc nous sommes partis, le process de restauration a été, vu que Ferran avait reconstitué l'intégrité et l'entièreté du film, de partir du contre-type qui avait été créé comme référence de montage, auquel nous avons comparé avec le négatif de la Cinémathèque française. Le négatif ayant été utilisé pour la restauration de 2003, il avait déjà été parfaitement préparé mécaniquement. Notre action s'est limitée, on va dire, à enlever certains doubles scotch de contrefort pour permettre à la numérisation de se dérouler dans les meilleures conditions et de ne pas régénérer, par exemple, des flous à certains changements de collure. Après, la manipulation du négatif s'est quand même faite de manière très vigilante, puisqu'il y avait de nombreuses encoches bilatérales qui fragilisaient les perforations du film. Donc nous sommes partis, donc la référence, effectivement, comme le disait Ferran, le négatif de la Cinémathèque française était incomplet sur 3 plans. Et ces 3 plans, nous les avons repris dans le contre-type de la restauration argentique, puisque Ferran avait eu accès à des éléments dans lesquels ils étaient de bonne facture et complets. Donc cela nous a permis de compléter le film. Et également un plan qui était malheureusement sur le négatif, qui par les usures du temps et les traitements avait été complètement peigné et presque quasiment invisible. Un plan dans la chambre d'hôtel, un plan sur une porte, qui a été repris aussi du contre-type, puisque Ferran avait eu accès à des éléments qui avaient été tirés avant qu'il n'y ait cet accident sur le négatif. La restauration du film a entièrement respecté les préconisations de la FIAF. C'était un point clé et très important pour les 2 cinémathèques qui nous ont confié ce travail. Donc nous avons eu une intervention uniquement sur les dégâts et l'usure du temps. Ce que je vous propose, c'est si on peut passer la petite bande démo, comme ça je vais vous la commenter avec des images, c'est quand même plus simple. Donc, comme je vous le disais, à chaque fois, vous allez voir des images en avant et en après. Donc, pour respecter les préconisations de la FIAF, donc nous sommes intervenus sur les dégradations de l'usure du temps. Comme vous le voyez, il y avait des poussières qui étaient incrustées dans la pellicule, il y avait quelques éclats. Donc là, vous voyez la partie avant et après.
Nous avons énormément limité la stabilisation. Il y en a très peu qui a été fait sur le film. Nous avons juste recadré au moment où potentiellement le scanner faisait un petit décrochage à cause des collures. Sinon, il n'y a pas eu de stabilisation ni de traitement sur le grain, sur le film, je le précise. Donc dans les défauts traités, vous avez, effectivement, nous avons retiré les scotch de consolidation qui avaient été mis. Et également le traitement des abrasions que vous avez à gauche et à droite sur le photogramme. Ferran en parlait tout à l'heure, il y a eu lors du tournage des mouvements de ralenti et de trucage qui ont été faits visuellement au moment du tournage et qui ont généré des voiles et des images blanches. En aucun cas, il n'a été question de traiter ces défauts, puisque ce ne sont pas des défauts, ce sont des choses qui sont apparues au moment de ces trucages sur plateau, et donc ils ont été laissés en l'état. Et je finirai aussi sur la restauration en abordant un cas qui est justement le cadre d'exploitation du film lors de la restauration. Comme vous le voyez, nous sommes restés au plus proche de l'intégralité de l'image qui était présente sur le négatif. Il n'y a aucun zoom qui a été fait sur l'image, nous sommes restés respectueux sur le cadre d'époque qui était donc 1,33. Pour finir, je dirais que l'apport du numérique sur cette restauration a permis de créer des éléments numériques qui roulent à 16 images secondes et qui soient sonores, ce qui n'était pour l'instant pas le cas et on n'avait pas la possibilité de le faire sur l'argentique. Donc le DCP que vous pourrez voir lundi soir, le film est projeté. Samedi soir. Samedi soir. A donc le cadre 1,33 muet sur un film qui roule à 16 images secondes et il est sonore. La finalité du travail a été donc de recréer, à part les éléments de diffusion pour que le plus grand public puisse voir le film, a été un retour au film, donc toujours dans le format muet 1,33, avec la création d'une copie qui, elle, est également muette, et en parallèle, un report optique pour remettre sur pellicule les sons dont Ferran vous a parlé tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y a en préservation un négatif image avec l'image intégrale muette 1,33, un son à part, et une copie qui, elle, est également muette, puisque si nous retirons une copie sonore, on remet une marge sonore, et on recoupe une partie de l'image sur la gauche. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, j'insiste sur cet aspect-là, c'est-à-dire que cette restauration a permis de retrouver le cadre muet, d'avoir malgré tout la musique sur le film et de retrouver cette cadence de 16 images secondes qui avait disparu dès qu'on met une bande son sur de l'argentique. Ferran, peut-être juste un mot sur la musique, les deux morceaux, ça oui. serait bien que tu nous... Oui, c'est bien sûr que Buñuel, dans son mémoire, écrit par Jean-Claude Carrière, Mon dernier soupir, il parle de cette projection, de cette présentation de Chien andalou. Il dit qu'il est derrière l'écran avec les pierres pour s'il y avait une réaction violente du public, pour jeter les pierres. C'est ça. Buñuel, c'est un homme très fantasieux. Il y a un autre livre de mémoire de Jeanne Roucard, c'est sa femme, qui s'appelle... je parle d'une chose d'une femme en piano, je ne me souviens plus. Mais Jeanne Roucard raconte qu'elle la présente à la projection avec Dali, que Buñuel dit que Dali, il n'y avait pas. Et Buñuel est assis deux fils devant lui. Non? Alors, ce n'est pas un mensonge, c'est
mémoire courte. Bon, la musique que Buñuel a dit toujours que représentait ce moment, c'est le tango argentin et Wagner. Mais ici, je parle d'une chose que c'est uniquement une hypothèse, et on ne peut pas prouver ça, mais les annotations dans les scénarios marquent le début de Wagner au moment que sur le cycliste. Et on ne parle pas de la musique jusqu'à la fin. Mon idée, c'est que Buñuel a étudié cinéma avec Jean Epstein à l'école de Rousse Blanche. Jean Epstein a dit une chose très intéressante, c'est que un scénario pour un film muet ne s'écrit pas comme un roman, s'écrit comme la partiture musicale. Alors, si on applique ça à le scénario de Un chien andalou, si on met la musique de Wagner au début du film, c'est le cycliste, c'est pas la séquence de l'hélicoptère, c'est une séquence tournée après l'écriture du scénario, c'est pas prévu dans le scénario original. Si on met Wagner là et utilise la version symphonique complète de Wagner, c'est-à-dire le Vorspiel et le Liebestod, le film est, la musique est synchro avec le film jusqu'à la fin. Alors, je pense que Buñuel et Dali, qui ont été wagnériens convaincus, les deux. Si vous allez à la Musée Dali de Figueras, vous verrez une installation de Dali qui a une voiture écrasée et sonne la musique de Wagner, comme pour la radio de la voiture. C'est une installation de Salvador Dali. Et le film, le scénario, surtout le découpage, c'est fait, à mon avis, avec suivant la cadence de la musique, c'est passé de la partiture ou d'un enregistrement de Wagner. Mais il y a une phrase pour moi c'est un peu obsédant, que Buñuel dit aussi à Mon dernier soupir. Buñuel dit que quand il arrive à Paris pour préparer le film, il se rend compte avec horreur que les surréalistes n'aiment pas, odiaban, non? Étaient Wagner. Alors, je crois que dans ce moment, Buñuel a changé un peu ses plans et il a refusé de faire tout Wagner. Et alors, il a fait une espèce de provocation que c'est très typique de la culture de la residencia estudiantes. Étudier Buñuel, Dalí, Lorca, ils faisaient toujours des plaisanteries comme ça, que c'est mêler la musique de Wagner avec les choses plus no obscena, no, más como una misa negra, o sea, es comme... Authentique? Authentique, non? Non. Chose plus choquante avec la musique. C'est pour faire un contrepoint une rupture dissonant avec Wagner. Et la musique qu'il a pensée, c'est la musique la plus profane, disons, musique presque musique de bordel, que c'est le tango. Alors, il fait le tango, et ça, sûrement, plus évidemment, les surréalistes. Mais ça, c'est une hypothèse. On peut démontrer ça.
la cinémathèque, les restaurations de 2003, un motif d'une démonstration pour le centenaire de Buñuel, on fait une exposition et on a édité un DVD avec la restauration. Et dans ces DVD, il y a deux possibilités de bande sonore. Et l'une, c'est Wagner complet. Et c'est aussi impressionnant. Mais ça ne sait pas faire parce que scientifiquement, ce n'est pas correct. Merci. Si vous avez quelques questions, on a le temps. Voilà, n'hésitez pas. Une petite pensée évidemment à Marianne, qui, après cette année de confinement, où je rappelle juste que cette restauration s'est faite en plein confinement, et donc avec la Cinémathèque de Madrid, nous avons pu communiquer uniquement par distance, par visio, et donc les choses étaient forcément compliquées. Donc une pensée pour elle, qui en plus n'a pas pu venir pour des raisons de Covid. Oui. Mais les questions sont aussi pour les mesdames et messieurs, et aussi que pour les Eventi, le film précédent. Ici, seulement encore question, comment vous avez pris l'argent de la Creative Europe? Parce que je sais qu'ils donnent l'argent seulement pour le nouveau film, mais pas pour les restaurations. Et pour les Eventi, la question c'est, j'observe que le green, on a majoré de la négative, là, qu'est-ce que vous avez restauré. Pourquoi ça se passe comme ça? On peut se minorer le grain d'image. Et la deuxième question, c'est que quel soft vous avez utilisé dans les restaurations? Merci. Jérôme, Merci. Alors, j'ai pas très bien compris la première question, mais c'était plus du financement. Comment tu as compensé le magenta? Non, la première question, c'est financière, ça pourrait arriver. Le financement, c'était... Après, pour les questions c'était de grain, c'est ça? Le grain, on ne l'a pas compensé. Il a vécu un négatif reste bien de base. Je n'y ai pas touché. Par rapport à l'ancien master qui existait, l'ancien master a dû subir, lui, peut-être plus de réduction de grains que ce qu'on a pu avoir là. Là, il n'était pas question d'y toucher pour respecter ce côté archive, de reportage, qui, pour moi, ne gêne absolument pas dans la lecture du film. Alors la restauration s'est faite sur un diamant et l'étalonnage sur un Da Vinci Resolve. vous voulez un point sur les financements, c'est ça? Oui. J'ai compris que je sais que Creative Europe ne donne pas pour les vieux films, ils donnent seulement pour le nouvel film. Comment vous avez obtenu l'argent pour les... Tout bêtement, on a monté un dossier. Peut-être juste un point sur les financements. Enfin, globalement, les projets, un projet de restauration qui implique un retour sur film, des tirages de copies, de conservation ou des diffusions 35 mm, des diffusions numériques, etc. On est à peu près autour entre 80 et 100 000 euros, alors pas sur un court-métrage. Et donc, la façon de financer les projets, c'est soit en effet de collaborer avec différentes archives, ce qui permet de diviser les coûts, mais d'aller chercher des financements soit auprès du CNC, mais il y a quand même énormément de contraintes, puisqu'il faut un cadre juridique très précis. Il faut une production majoritaire française, ou en effet aller chercher des aides auprès des aides européennes. C'est la première fois qu'on le fait, mais en tout cas, le dossier est assez lourd à monter, mais on a réussi, et donc je pense que le film se justifiait, puisque le film a une dimension européenne évidente. Voilà. Pour l'aspect financier, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails.
j'ai une question. Pour Everfreight, vous avez accès au négatif original 16 mm Donc en fait, Effort Fake a été, et comme le disait Jérôme tout à l'heure, c'est un élément composite. Et il y a eu effectivement des tournages 16 mm qui ont été gonflés en 35 et mis dans le négatif, ce qui explique tous les controtypes et les internégatifs qui sont dans le négatif. Et malheureusement, nous avons récupéré des boîtes de négatif 16, mais qui ont complété l'équivalent de 4% des gonflages 16 mm du film. Et qui finalement, pour garder une homogénéité en termes de texture et de piqué d'image, nous sommes restés sur les contre-types. Oui. Ah, parce que si vous avez trouvé tout le négatif 16, ça poserait une intéressante question éthique sur la restauration, parce que, évidemment, le film a été gonflé, j'ai dit les grands est très évident, et on peut faire maintenant, avec le négatif 16, on peut faire une restauration numérique toute lisse. Là, effectivement, mais le film perdait son sens. On perdait justement le sens de Orson Welles sur sa table de montage avec les plans fictionnels qui est autour. Exactement. Et on va dire, heureusement, on ne les a pas retrouvés, sinon il y aurait une grande discussion avec Hervé pour savoir ce qu'on faisait. Merci beaucoup à Ferran. Sans lui, voilà, cette restauration n'aurait pas eu la même allure. Donc merci beaucoup pour toutes ces explications. Il a été voilà, un historien hors pair, un technicien hors pair, et puis voilà, je tenais à te remercier. Merci. Merci à tous.